Bonjour, mesdames et messieurs les professeurs. Nous sommes toujours au niveau de notre atelier de formation en pédagogie universitaire. Nous avons la semaine dernière étudié le premier module. Cette semaine sera consacrée à l'étude du deuxième module qui s'intitule « Rôle et compétences de l'enseignant ». Avant d'aller plus loin, je me présente. Je m'appelle Dr Amidou Morba, professeur à l'Institut de formation et de recherche appliquée ISFRA Bamako. Dans le cadre de ce module, rentrant à l'étude ou à la définition du rôle et compétences de l'enseignant, nous avons retenu 3 rôles essentiels. Retenons comme premier rôle le rôle d'expert. Le rôle d'expert de l'enseignant, ça veut dire quoi? L'enseignant, c'est quelqu'un qui a de vastes connaissances dans le domaine de sa discipline. C'est quelqu'un qu'on peut consulter, qu'on peut demander des conseils, à qui on peut demander des avis pour pouvoir conduire un enseignement. Rentre dans le cadre de ce rôle-là un certain nombre de compétences assignées à l'enseignant. Il s'agit pour l'enseignant, premièrement, de définir les compétences et les traduire en objectifs pédagogiques. Deuxièmement, de participer ou de planifier les programmes. Troisièmement, il s'agit de concevoir ses activités au regard des objectifs fixés, de rédiger son plan et sa note de cours au regard des compétences visées. D'autres compétences rentrent dans le cadre de ce rôle-là. Il s'agit encore de rédiger ses activités au regard des objectifs fixés, organiser ses activités au regard des objectifs fixés, planifier ses activités au regard des objectifs fixés, créer des groupes pédagogiques, participer à l'élaboration des compétences en leurs différentes branches de savoir, savoir-faire, savoir-être, tel que recommandé par la taxonomie de Bloom. Il s'agit aussi, pour l'expert enseignant, d'identifier des ressources humaines et matérielles nécessaires à la réalisation des activités d'enseignement-apprentissage, de choisir et mettre en œuvre les activités d'enseignement-apprentissage, de participer aux séminaires, aux colloques et forats scientifiques de sa spécialité, d'intégrer les résultats des activités de recherche à son enseignement, conseiller les apprenants dans le processus de réalisation de leurs projets de formation. En tant qu'expert, l'enseignant doit aussi identifier et planifier les activités de TP et de TD de ses enseignements, UE, contribuer à la réalisation des objectifs et des activités des stages et des sorties pédagogiques de sa spécialité, contribuer au choix des méthodes et outils pédagogiques, créer un cadre adéquat pour l'apprentissage, créer des situations d'intégration pour faciliter le développement des compétences chez les apprenants, participer au choix des méthodes et outils pédagogiques, outils d'enseignement-apprentissage. Un deuxième rôle est également joué par l'enseignant. C'est le rôle de coach. Ce rôle aussi est très capital dans la réforme, dans la réussite de notre enseignement supérieur. Donc l'enseignant ici est perçu comme un animateur, comme un chef d'équipe, quelqu'un qui entraîne une équipe de football. Dans ce cas-là, il est demandé à l'enseignant, n'est-ce pas, d'être à mesure
de créer et d'organiser les groupes, c'est à lui que revient de mettre en place des groupes et de les organiser pour un meilleur apprentissage. Donner des consignes claires et précises aux apprenants pour la réalisation des activités. C'est à lui aussi que revient l'honneur, ou c'est à lui que revient la responsabilité de donner des consignes à exécuter et en fonction desquelles il peut progresser. Il s'agira aussi dans ce cadre en tant que coach, l'enseignant doit clarifier ou expliquer les points obscurs et les mots techniques propres à sa spécialité, de suivre le dysfonctionnement des groupes, passer de groupe en groupe pour s'assurer que les consignes données sont bien comprises par chaque élément du groupe. Donc aucun groupe ne doit laisser au bord du goudron. Il doit suivre tous les groupes pour voir s'ils évoluent ensemble, s'ils maîtrisent les consignes ensemble, s'ils font le travail de façon convenable. S'adapter au rythme et aux conditions d'apprentissage de ces apprenants, voir si tous les étudiants ou tous les étudiants évoluent de la même manière. Donner régulièrement des feedbacks aux apprenants, c'est-à-dire des réactions, des corrections nécessaires si un groupe n'avance pas correctement. Gérer le temps de travail, gérer les conflits entre apprenants et entre enseignants et entre enseignants eux-mêmes. Distribuer la parole lors des séances parce qu'en tant que c'est lui qui assure la police donc du cours, il doit organiser les étudiants de manière à ce que la parole soit prise quand elle est demandée, quand elle doit être prise par un étudiant. Veiller au respect des règles du jeu. Des règles sont établies à l'entrée, au début, donc il faut que chacun veille au respect de ces règles-là parce que c'est nécessaire au fonctionnement harmonieux du groupe. Être à l'écoute des apprenants, être patient et modéré, être flexible et compréhensif. Donc l'enseignant doit admettre le point de vue des autres, ne pas toujours imposer son propre point de vue pour rester à l'écoute des autres. Quand c'est se mettre en cause toutefois que c'est nécessaire. Utiliser du tact dans les prises de décision. Il ne faut jamais prendre les décisions de façon unilatérale, il faut les prendre de façon démocratique, de façon consensuelle pour que tout le monde y adhère. Utiliser les bonnes manières ou les manières adaptées. Le deuxième rôle de l'enseignant, ou le troisième rôle, puisque nous avons évoqué le deuxième rôle, le troisième rôle de l'enseignant, c'est le rôle d'évaluateur. Le rôle d'évaluateur, c'est ce rôle-là qui permet de mesurer où est-ce que l'enseignement nous a conduit. Est-ce que les étudiants ont bien appris? Est-ce que les étudiants peuvent faire usage de ces connaissances-là aussi bien en milieu professionnel qu'en milieu du travail? Il s'agit justement d'évaluer l'enseignement aussi bien à l'école qu'en dehors de la société. Quelle influence, quel effort, quel résultat on peut avoir sur la vie professionnelle. Dans ce cadre-là, l'enseignant doit être en mesure de préparer du matériel pédagogique et évaluer son efficacité, mesurer les compétences, c'est-à-dire les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-faire des étudiants et l'efficacité de son enseignant, définir les critères et indicateurs d'évaluation. C'est très important parce qu'il faut que les étudiants sachent quels sont les critères et les indicateurs d'évaluation, à partir de quoi vous allez les évaluer pour que réellement l'évaluation soit le plus objective possible. Proposer des grilles d'évaluation, donc donner-leur des méthodes, des démarches à partir desquelles vous allez les évaluer. Définir le barème de correction, c'est très important. Établir des liens de partenariat avec le monde professionnel à travers les activités de recherche, des stages,
de perfectionnement et de sortie pédagogique. Il s'agit ici de lier l'école à la vie. En tant qu'évaluateur, l'enseignant doit aussi veiller à vérifier périodiquement l'adéquation formation-emploi. Il doit s'auto-évaluer lui-même en tant qu'enseignant, donner le feedback nécessaire, c'est-à-dire les retours nécessaires. Pour tous ces rôles-là à jouer, l'enseignant doit opérer. Pour jouer justement ces trois rôles-là, l'enseignant doit opérer un changement d'état d'esprit sur le principe des trois amours, à savoir l'amour pour Dieu et pour ce qui en soit, l'enseignant met sa confiance. L'amour pour son enseignement et enfin l'amour pour ses apprenants. Sans amour, on ne peut absolument rien faire. Donc c'est cela la conscience professionnelle. Nous terminons ce module-là aujourd'hui par vous indiquer la démarche qualité en formation. La démarche qualité en formation nous amène à pouvoir voir les activités que nous menons supposent une formation pédagogique, une expertise et du professionnalisme. Enseigner n'est plus un art, mais une pratique qui s'apprend. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire on n'apprend pas sur le tas l'enseignement, il faut aller dans une école de formation, de pédagogie, dans une école normale pour apprendre comment enseigner les règles de l'enseignement, démarche pour enseigner. Donc, l'enseignant doit être aujourd'hui un professionnel au même titre que tous les autres professionnels. Nota bene, effort fait pour la formation pédagogique des enseignants du primaire et du secondaire. Au niveau du supérieur, celle-ci est considérée comme superflue au point qu'elle n'est pas obligatoire. Elle n'est institutionnalisée que dans certains pays, Canada, USAID, Australie et récemment. Je voudrais ici insister en disant, si au niveau de l'enseignement fondamental, si au niveau de l'enseignement secondaire général, la pédagogie est une exigence, la pédagogie est nécessaire, il est demandé aux professeurs de l'enseignement secondaire général, il est demandé aux enseignants du premier et du second cycle d'être des pédagogues et que même ils passent par des écoles de formation des enseignants pour y apprendre la pédagogie, cela ne se fait pas au niveau de l'enseignement supérieur. C'est une insuffisance qu'il faut corriger au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, la pédagogie est aussi nécessaire, aussi bien au primaire qu'au primaire secondaire qu'à l'enseignement supérieur. Nous disons qu'il n'y a pas de qualité sans mesure. En l'absence de mesure, tout système peut dériver sans qu'on puisse le déceler à temps, à mesure. La mesure permet de connaître le rendement du système, son niveau de conformité aux exigences, d'identifier les écarts ou les défauts donnant lieu à des actions correctives et de mesurer l'impact des actions entreprises. L'évaluation est donc la boussole sans laquelle on ne saurait s'embarquer une démarche qualité en éducation. On dit aussi que prévenir coûte moins cher que guérir. C'est un adage. La démarche selon laquelle on assiste à une correction permanente suite à des évaluations a l'inconvénient de coûter cher que faire bien du premier coup. Il serait plus judicieux de mener des actions préventives le plus en amont possible dans le processus pour éviter les défaillances. Ça veut dire que la mesure, l'évaluation est tellement importante que c'est elle qui nous indique la voie à suivre, qui nous indique là où il faut aller, qui nous indique là où il ne faudrait pas aller
pour qu'au terme de l'apprentissage, nous soyons sûrs que l'apprentissage nous a conduits à bon port. Il est beaucoup plus cher, n'est-ce pas, de réparer, de reprendre, de corriger, plutôt que dès le départ, il faut prendre les dispositions pour bien faire. Je vous remercie.